de vous à moi, de façon factuelle, vous voyez actuellement quelque chose qui est fait dans la ville de Lomé pour éviter les inondations dans quelques semaines. Même les rares chantiers qui ont été ouverts dans les quartiers de Baie, j'en parle régulièrement, par la présidence elle-même. Merci. Par la présidence elle-même. Les chantiers qui ont été ouverts par la présidence elle-même dans les quartiers de Baie, à Corée-Sewa, Bénédicte Conti, le boulevard au Fouet-Boigny, tous ces chantiers sont à l'abandon. Donc, est-ce que selon vous, vous voyez quelque chose qui sera fait demain pour contrer les inondations? Pendant toute la saison sèche qu'on a eue, où on aurait pu entamer de grands travaux, faire de grandes canalisations comme ça a été fait au Bénin, faire des raccordements, assainissement dans les quartiers, canaliser l'eau, zéro. Maintenant que la saison des pluies approche, ils vont encore sur les médias, ils font des réunions, ils balancent des conclusions en disant oui, le gouvernement prend des mesures pour faire face aux inondations. C'est quoi les mesures que le gouvernement va prendre pour faire face aux inondations? Les nattes, les cartons de sucre, les sacs de riz, je sais pas, les cartons de spaghettis. C'est ça qu'on va les distribuer aux gens quand les gens seront dans l'eau. Les gens auront les pieds dans l'eau. C'est ça. Parce que derrière ça aussi, c'est un business. Parce qu'il y a ceux qui fournissent les spaghettis, ceux qui fournissent les nattes, ceux qui fournissent l'huile de Lyoto. Donc c'est un réseau aussi qui attend que les gens se retrouvent dans la merde. Et on va décaisser de l'argent. Les gens vont faire les surfacturations et vont se partager l'argent. Donc sur ce point aussi, vous pouvez vous attendre au pire. Les pluies arrivent, elles sont en retard, mais cette année, elles seront assez violentes, comme les années dernières. Et donc, en plus d'être privé de l'électricité ou d'avoir de l'électricité de façon instable, vous allez vous confronter à des noms difficiles sur le plan de la météo et donc des pluies torrentielles qui vont tomber dans les prochains mois dans notre pays. Donc ça va être encore très difficile pour les familles. Donc là aussi, attendons au pire. Alors, il y a des compatriotes qui m'ont aussi interpellé sur ce qu'ils appellent le vol ou la rétention de leur crédit par la société Tocosel qui est devenue Yas. C'est comme ça que vous l'appelez. Voilà, je ne sais pas si c'est Yas, Yasmine, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la société de Ford Yasmine qui pilote les malgaches. Et donc, la société de Ford et de Sina qui pilote les malgaches. Donc, les gens disent, ils achètent les data. Ils achètent les data, c'est ça non, le crédit internet. Et il y a des délais. Quand le délai passe, normalement, on aurait dû leur conserver les data. Comme ça, quand ils rachètent de nouveau, ça leur sert d'ajout. C'est-à-dire, ils achètent, si j'ai 5 000 francs de data ou 2 000 francs, et que je ne les ai pas épuisés avant que le délai arrive, la société ne peut pas les reprendre. Moi, je dépense déjà 2 000 francs pour acheter des data, et je n'ai pas fini de les utiliser avant la fin du délai. Et donc, dès que le délai finit, la société ramasse tout ça, remplit tout ça. Donc, si j'avais acheté 2 000 francs de data, et je n'ai utilisé que 1 000 francs, et que le délai finit, la société reprend 1 000 francs des 2 000 francs que j'ai déjà achetés et va le revendre à une autre personne. C'est du vol. Normalement, la RTP, ou bien, je ne sais pas comment ça s'appelle, l'ARCEP devait réguler ce secteur-là de manière à ce que quand je dépense 2 000 francs ou 1 000 francs pour acheter des mégas, même si je ne les ai pas utilisés avant la fin du délai, il faut que ces mégas me soient conservés. Comme ça, quand j'achète de nouveaux mégas, ça se rajoute au groupe. Il semble que Move fait aussi pareil. C'est du vol. C'est du vol. Parce que si j'ai acheté 2 000 francs de mégas et que je n'ai utilisé que 1 000 francs avant la fin du délai, si Move ou bien Yasmine reprend les 1 000 francs, il va les revendre à quelqu'un d'autre. Donc, sur les 2 000 francs de mégas, il gagne 1 000 francs de plus. Il m'a vendu les mégas à 2 000 francs. Moi, je n'ai utilisé que 1 000 francs. Il reprend les 1 000 francs pour les revendre à quelqu'un. Donc, il vend 3 000 francs pour 2 000 francs de mégas. Donc, c'est du vol. C'est du vol. Donc, il faut que l'ARCEP, ou je ne sais pas comment on l'appelle, la société qui est dirigée par Galela, il faut que l'ARCEP intervienne pour, je ne sais pas, pour réguler ça, pour que les gens puissent conserver ce qu'ils ont déjà payé. Ce qu'ils ont déjà payé. Si moi j'achète du crédit de 10 000, de 20 000, et que le crédit va durer 10 jours, et que dans les 10 jours, selon mes disponibilités en termes de communication, je n'ai pas utilisé les 20 000 francs de crédit ou bien de mégas, et que le délai est passé, je ne dois pas perdre le crédit, parce que je l'ai déjà acheté. J'ai acheté 20 000 francs de crédit. Je ne dois plus, je ne peux pas le perdre. Si je débloque 1 000 francs pour acheter encore, il faut qu'on me rajoute, il faut qu'on me conserve ce que je n'ai pas utilisé, il faut qu'on l'active. Il faut qu'on l'active. Donc ce n'est pas normal. Donc ce sont des petites méthodes c'est de l'ancien. Vous voyez, c'est des petites méthodes de voleurs. Et comme les gens ne tiennent pas vraiment rigueur, voilà. Vous imaginez s'ils volent 1000 francs sur les crédits des mégas de 1000, 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions de personnes, l'argent qui se font sur le dos de la population, en réalité, les histoires d'Internet, à part le matériel qu'ils entretiennent, c'est du vent qu'on vend aux gens. C'est juste du vent. Les histoires d'Internet, c'est du vent. Les histoires de communication, c'est du vent qu'on vend aux gens. C'est pour ça que la communication ne doit pas être chère. À part l'investissement matériel. Mais ça produit quoi en réalité? C'est du vent. On ne vend que du vent aux gens. Donc, il faut que les responsables de la société, les sociétés, comment vous appelez ça, Yasmine et Move,
reviennent à de bons sentiments et que l'autorité de régulation puisse les rappeler à l'ordre pour le bien, le bien des consommateurs. Voilà ce que je peux dire sur cette histoire de Yasso, de Yasmine. Ouais, sur la question de la sûreté, il y a quelqu'un qui me dit qu'il y a plusieurs camps militaires qui n'ont pas de compteur. Vous imaginez? Il y a quelqu'un qui me dit il y a plusieurs camps militaires qui n'ont même pas de compteur. Tout est directement branché. Avec juste des disjoncteurs. Ça veut dire qu'on n'a même pas une idée de la consommation. Dans quelle république on peut gérer un pays comme ça? Il y a plusieurs camps militaires qui n'ont même pas de compteur. Donc on n'a aucune idée de ce qu'ils consomment. Eux, ils sont branchés directement sur les disjoncteurs. Vous voyez ça? Dans un pays normal, on doit avoir une idée claire et nette de ce que chacun consomme. Je comprends pourquoi dans les casernes, la plupart des femmes des militaires sont des officiers, ils produisent des glaçons et vendent. Ce sont les grands vendeurs de glaçons. Les blocs de glaçons. Les blocs de glaçons là. Ce sont les femmes des officiers qui fabriquent ça dans les casernes. C'est dans les camps ils font ça. À part les employés de la sûreté qui ont des privilèges et leurs femmes font des glaçons dans les quartiers, ce sont les femmes des militaires dans les casernes qui font des gros blocs de glaçons pour vendre. Et ça, c'est l'électricité. Il n'y a pas de compteur. On a tiré le courant directement dans le camp. Donc, on n'a aucune idée de ce que tel caserne consomme, et tel caserne consomme. Les gens viennent, ils branchent seulement, ils font ce qu'ils veulent. Un pays comme ça ne peut aller qu'à la dérive. Alors qu'il y a un budget qui est affecté au ministère de la Défense. Et dans le budget qui est affecté au ministère de la Défense, dans le ministre F1 Yassimé, il y a une ligne qui est prévue pour payer les factures des casernes militaires, des gendarmeries, des brigades de gendarmerie. Il y a une ligne où les fonds sont affectés pour payer la sûreté. Qui détourne tout cet argent-là? Allez-y, demandez. Alors, l'OTR. Quand j'en parle, ça donne de l'urticaire aux gens. Quand j'en parle, ça donne des frissons aux gens, de l'urticaire aux gens. Les gens se mettent en transe. Ceux qui ont des petits intérêts, ceux qui ont des amis, ceux qui ont des frères de village qui sont souvent cités dans les malversations, ils sont en transe. Voilà. Et puis, ils ont de l'imagination fertile. Ils inventent des histoires. Ils disent, ah oui, c'est elle qui fait ça, c'est elle qui fait ça. Maintenant, l'OTR, ce n'est pas moi qui vais en parler. C'est le gouvernement qui en parle, de la sûreté là. Et il y a une autre ministre qui est allé à l'Assemblée pour parler de l'OTR. Ce n'est plus Ferdinand. Il c'est Ferdinand va dire, ah oui, il n'aime pas Tchodier, il a une mission commandée, quelqu'un l'a envoyé pour attaquer Tchodier. Tchodier lui-même ne se défend pas. Hein. C'est des chiens de garde qui se cachent sous des pseudos pour le défendre. Maintenant, c'est le gouvernement même qui va devant l'Assemblée pour voter une loi. Et ça fait partie de leur bilan. Hein. 14 ans après 12 ans après la mise en place de l'OTR, le gouvernement qui va à l'Assemblée avec le ministre des Finances, M. Barcola, et qui fait passer une loi. Et qu'est-ce qu'on apprend dans la loi? Que le bilan de l'OTR est insatisfaisant. C'est pas Ferdinand qui le dit. Les gens nous ont dit, depuis que j'ai ouvert le dossier de l'OTR, que Tchodier est le commissaire qui a le plus mobilisé les recettes. Il a même dépassé les attentes. Mais là, le gouvernement dit, les performances de l'OTR n'étaient pas encore à la hauteur. Il dit quoi? Bien que les résultats soient encourageants, aient été encourageants ces dernières années, les performances de l'OTR n'étaient pas à la hauteur des attentes du gouvernement. C'est le gouvernement qui le dit. Vous voyez comment Dieu fait bien son palabre? C'est le gouvernement qui le dit. Moi, ce que j'ai dit, c'est les à côté. Moi, j'ai parlé je sais pas comment on appelle ça. J'ai parlé des détails. Maintenant, le gouvernement vient parler même du gros dossier. Le gouvernement dit que les performances de l'OTR ne sont pas à la hauteur des attentes. Et qu'un audit interne, un audit indépendant, donc il y a un audit à l'OTR. Il nous faut ce rapport. L'audit de l'OTR, il nous le faut. L'audit de l'OTR qui a été fait et qui permet au gouvernement aujourd'hui de reformer l'OTR, il faut que cet audit soit à la disposition de tous les Togolais. Et notamment la classe politique, la société civile, les contribuables. Parce que c'est les contribuables qui payent les impôts, à tous les niveaux, qui payent les taxes. Donc, s'il y a eu un audit qui a révélé des dysfonctionnements à l'OTR, qui a révélé beaucoup de choses à l'OTR, il faut que cet audit soit mis sur la place publique comme tous les autres rapports. Donc, le gouvernement dit, un audit indépendant a révélé des insuffisances. Qu'est-ce que j'ai eu à dire? Le manque de transparence. Alors, quand il n'y a pas de transparence, c'est qu'il y a vol, c'est qu'il y a des gens qui s'enrichissent, c'est que les recettes sont détournées ailleurs. Qu'est-ce que j'ai dit plus que ça? C'est le gouvernement qui le dit. Les chiens de garde, j'espère que vous n'avez pas perdu votre langue ou vos langues, puisque vos patrons disent plus que ce que moi j'ai eu à dire. Donc le gouvernement dit, un audit interne a révélé des insuffisances, des dysfonctionnements, le manque de transparence. C'est le gouvernement qui le dit.
c'est le ministre des Finances qui le dit devant l'Assemblée nationale. Et devant l'Assemblée nationale, le ministre nous dit que le conseil d'administration n'est pas efficace. Et que l'OTR échappe à sa tutelle, notamment le ministre de l'économie et des finances. C'est-à-dire dans le fonctionnement de l'OTR, ça c'est le bilan de fonds d'assuré. On nous a présenté l'OTR, donc le cumul des impôts et des douanes, comme une réforme majeure au Togo qui devait mettre fin au direct compte que c'est le contraire qu'on a obtenu. Donc le gouvernement va à l'Assemblée et nous dit, le ministre des Finances, qui est le président, en tout cas, jusqu'à présent, n'avait pas le contrôle sur l'OTR. Et que le conseil d'administration est grabataire. Le président du conseil d'administration, lui, est décédé depuis. C'est Akbanja Lal. Il était à la Cour des comptes. Et quand, pendant qu'il était président du conseil d'administration, il y a 2 ou 3 ans, la Cour des comptes est partie à l'OTR pour faire un audit. On les a renvoyés. La Cour des comptes est une institution constitutionnelle. La Cour des comptes est une institution constitutionnelle. Dans ses prérogatives, elle a le droit d'atterrir partout pour vérifier les comptes publics. Mais elle est allée à l'OTR, on les a renvoyés. Et c'est ce qui transparaît dans les propos du ministre de l'Assemblée nationale. Que le fonctionnement de l'OTR échappait au ministre de tutelle. C'est-à-dire, le ministre des Finances ne pouvait pas contrôler l'OTR ou contrôler ce qui se passait au sein de l'OTR. Donc l'OTR était une entité indépendante dans la République, avec ses propres règles. C'est tellement que les responsables de l'OTR rendaient directement les comptes aux champions. Donc, le ministre ne pouvait plus faire grand-chose. Vous voyez? Donc, le conseil d'administration, c'est des gens qui prenaient les bons d'essence, qui prenaient leur voiture de fonction, leur offraient des voitures. Les gens qui doivent contrôler, c'est plutôt ces gens qui leur donnent les bons d'essence, qui leur donnent les jetons de présence, qui leur mettent les caisses de champagne dans les voitures. Et puis eux, ils viennent dire, ah bon, c'est bon, voilà, feu vert, continuez pas à travailler. Et quand quelqu'un a un décès dans son village, l'hôtel envoie de l'argent, envoie du champagne. Quand quelqu'un dont la fille veut se marier, l'hôtel envoie l'argent. Donc le conseil d'administration était là. C'était des Ivoiriens, et ils ne voyaient jamais bien. Les membres du conseil d'administration de l'hôtel, ils ne voyaient jamais bien. En tout cas, ils ne voyaient jamais les dysfonctionnements, les détournements, l'enrichissement des fonctionnaires, rien du tout. Et c'est maintenant une question qui a été portée devant l'Assemblée nationale. Et le gouvernement dit, désormais, voilà ce que la loi dit. La nouvelle loi qui a été introduite et votée par l'Assemblée nationale fait des innovations majeures. C'est aussi eux qui le disent. Et quand vous lisez les innovations, vous avez une idée des dysfonctionnements qui se passaient dans la gestion de l'OTR. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent généralisation du contrat de performance de tout le personnel. Que désormais, il y aura un contrat de performance de tout le personnel de l'OTR. Ça veut dire que jusqu'à présent, les gens travaillaient sans objectif. En tout cas, il n'y avait pas d'objectif qui était sur un papier ou qui était lié par un contrat. Donc toi, si tu viens, tu fais ce que tu veux. Et si tu engranges 500 millions et que tu envoies 300 millions dans les caisses de l'État, tu détruis 200 millions, personne ne te dit rien. Donc, ils disent généralisation du contrat de performance à tout le personnel, y compris entre le ministre chargé des Finances et le conseil d'administration. Ça veut dire que le conseil d'administration était défaillant. Le conseil d'administration de l'OTR était non seulement défaillant, mais il échappait au contrôle du ministre, qui est en fait le président du conseil de surveillance. Parce qu'avant le conseil d'administration, il y a le conseil de surveillance. Et le conseil de surveillance, c'est le ministre qui avait le président. Donc, le conseil d'administration était plus puissant que le conseil de surveillance. Donc, le ministre n'avait pas autorité sur l'OTR. Donc, on dit maintenant, il y aura une généralisation de contrat de performance à tout le personnel, y compris, c'est une précision de taille. Quand on fait une phrase comme ça, on dit y compris, ça veut dire c'est un ajout. Y compris entre le ministre et le conseil d'administration. Ça veut dire que même le conseil d'administration, entre le ministre et le conseil d'administration, il va avoir un contrat de performance. Si le conseil d'administration n'est pas performant, bon, on évacue tout le monde. Ça, c'est sur le papier, hein, on verra dans la pratique. Parce que les voleurs n'ont jamais changé leur façon de s'asseoir. Les tests n'ont jamais empêché un voleur de voler. Il trouvera toujours des astuces. Et ils ajoutent encore, la nouvelle loi introduit assez facile aux bases de données fiscales et douanières pour renforcer la transparence. Assez facile aux bases de données fiscales et douanières pour renforcer la transparence. Ça veut dire que jusqu'à présent, au niveau de certaines structures du pays, y compris le ministère, il n'y avait pas un assez facile aux bases de données douanières et fiscales de l'OTR. Ça veut dire que les gens cachaient des informations à l'autorité de tutelle. Ça veut dire le ministre de l'économie et des finances. Vous comprenez quand je vous dis que les gens détournent de l'argent, les gens s'enrichissent sur le dos de la République. Les gens veulent me dire comment ça peut se passer si ça qu'on ne le sache. Ça, c'est le gouvernement qui fait un aveu. Hein. C'est qu'un aveu du gouvernement. Ce n'est plus Ferdinand qui le dit. C'est qu'un aveu du gouvernement. Assez facile aux bases de données fiscales et douanières pour renforcer la transparence. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de transparence. Donc, on peut faire 1000 milliards de recettes dans les bases de données. On peut dire que c'est 700 milliards, 300 milliards peut prendre une autre destination. Personne ne contrôle rien. C'est ça ce que ça veut dire. Je continue. Ils disent renforcement du contrôle ministériel. Ça veut dire que le contrôle ministériel sur l'OTR était très faible. Quand on parle de renforcement, ça veut dire qu'il y avait un affaiblissement. Ou ça n'existait même pas. Renforcement
renforcement du contrôle ministériel avec la possibilité pour le ministre de tutelle, c'est-à-dire le ministre de l'économie et des finances. Donc avec la possibilité pour le ministre de tutelle d'initier des investigations à tout moment au sein de l'OTR. Renforcement du contrôle ministériel avec la possibilité pour le ministre de tutelle d'initier des investigations à tout moment au sein de l'OTR. Ça veut dire qu'un matin, le ministre peut dépêcher une équipe et aller à l'OTR et mettre tout le monde à l'épreuve. En gros, jusqu'à présent, ça ne se faisait pas. Donc, les gens avaient la liberté de faire ce qu'ils voulaient de l'argent des recettes. Parce que le contrôle que le ministère de tutelle devait exercer sur l'institution n'existait pas. C'est l'Assemblée nationale qui le dit. C'est le ministre des Finances qui l'a dit devant l'Assemblée nationale. Ce n'est plus Ferdinand qui le dit. Ferdinand, l'oiseau de mauvaise augure, qui raconte tout et n'importe quoi. C'est pas moi qui le dis. Donc, voilà ce qui a été... il y a d'autres aspects que je n'ai pas envie de citer. J'ai pas envie de citer. Ça prouve que... Et vous savez pourquoi tout ça se passe aujourd'hui? Ça se passe parce que vis-à-vis des partenaires, on a des problèmes. Actuellement, le FMI est dans le pays. Et le FMI est dans le pays. Et à la fin de la mission, il y aura certainement, je ne sais pas comment on appelle ça en économie, mais il y aura une ordonnance. C'est-à-dire que le FMI est là pour juger aujourd'hui de l'état de solidité de notre économie. Et à la fin de la mission du FMI, il y aura des prescriptions. Peut-être dans certains domaines, on va demander des coupes budgétaires, dans d'autres domaines. Parce que vous savez, l'ajustement structurel ne s'est jamais arrêté. Hein, depuis les années 80, on ne sait pas que les années 80, on a commencé l'ajustement structurel. Elle ne s'est jamais arrêtée, elle est toujours revenue sous une autre forme. Quand le FMI vient vous dire de privatiser les banques, de privatiser certains secteurs sociaux qui permettent de... L'ajustement structurel ne s'est jamais arrêté. Là, il y a une mission du FMI qui est dans le pays et elle va s'en sortir avec des prescriptions. Et donc, je ne sais pas si, sur le plan des finances publiques, c'est pour ça que je dis, l'audit interne, merci beaucoup, 1989, l'audit interne, qui permet aujourd'hui de voter une nouvelle loi pour restructurer l'OTR, il faut que cet audit soit à la portée, le rapport de cet audit soit à la portée du public. Pour qu'on sache pendant les 12 ans, où on a mis l'OTR en place, qui a fait quoi? Pendant les 12 ans de la gestion de l'OTR, qui a fait quoi? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui motive aujourd'hui qu'on puisse décider de reformer l'OTR et de nous dire que le ministre de tutelle n'avait pas l'autorité sur l'OTR et qu'il n'y avait pas de transparence dans la gestion et la mobilisation des fonds de l'OTR. Ça, c'est eux-mêmes qui le disent. C'est pas moi qui le dis. Voilà, un accès autorisé aux bases de données des impôts et des douanes est instauré. Ça veut dire qu'il n'y avait pas un accès aux bases de données des impôts et des douanes. Le ministre pourra désormais initier des investigations à tout moment au sein de l'office. Vous voyez, la réforme vise à corriger les dysfonctionnements et elle cherche à rendre plus performant, transparent et efficace. Ça veut dire qu'il n'y a pas de transparence. Et le gouvernement a déclaré que les résultats actuels ne sont pas à la hauteur de ses attentes. Et pourtant, il y a des petits malins qui ont multiplié des posts sur les réseaux sociaux pour dire Tchodier est le meilleur commissaire que l'OTR ait jamais connu et qu'il a dépassé même les attentes du gouvernement. Maintenant, voilà le gouvernement qui vient dire le contraire. C'est-à-dire, ce que j'ai eu à dire il y a quelques jours, moi je ne savais même pas qu'il y avait une réforme qui était dans les tuyaux. Moi, quand j'ai récolté mes informations, j'ai collecté mes données, je ne savais pas qu'il y avait une réforme qui était dans les tuyaux. Et subitement, une semaine après, on voit un texte qui est voté à l'Assemblée et dont les expressions rejoignent carrément ce que j'ai dit. À savoir qu'il y a une gestion opaque des recettes de la République qui permet à une minorité de dirigeants qui sont à la tête de ces institutions de s'enrichir alors qu'on force les Togolais à payer les impôts. Donc aujourd'hui, je vous ai parlé des modes de recrutement de l'OTR. Comment tu as dit recrute des cousins, des frères, des amis, des gens qui n'ont pas le droit d'être ici, d'être ça, dont on fait la promotion. J'ai parlé de tout ça. Et je suis convaincu que si on a le rapport de cet audit-là, ça va être les mêmes expressions, les mêmes choses que l'audit va révéler. Vous avez des gens qui sont, certains qui sont à l'OTR, ils ont le privilège d'être à des postes les plus juteux, comme Kondibia Kopé, comme Ila Kondi ou Sami Kondi, comme Mouepé, comme c'est Sabato, c'est quoi Segbe, comme Zolo. Dans la zone là-bas, il y a un poste frontalier important à Zolo là-bas, et vous allez vers Wame. Je ne sais pas, il y a une entrée là-bas au Ghana, à Wame, Padapé. Non, je ne sais pas Padapé, Padapé est venu avant Wame, je pense que c'est Wame. Donc, ils ont leurs amis qui positionnent là-bas. Aujourd'hui, par exemple, vous prenez le chef poste à Sanvi Kondi, un certain Adi Diarra. Ce monsieur, lui-même, il est inspecteur des douanes. Il a connu une ascension fulgurante, c'est un pilier du réseau de Tchodier. Son enfant, sa fille est inspecteur des douanes. Son enfant est aussi à l'OTR. C'est-à-dire, vous avez papa qui n'est pas encore à la retraite, sa fille est à l'OTR, est devenue inspecteur douane. Vous avez son garçon qui est aussi à l'OTR. Et pendant ce temps, vous avez des jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas d'emploi, qui attendent un hypothétique concours pour voir si on peut les engager ou pas à l'OTR. Pendant ce temps, il y a un père, ses enfants, ses deux enfants qui sont déjà à l'OTR. Le papa est à l'OTR, il est inspecteur. Sa fille est à l'OTR, elle est inspectrice. Le garçon aussi est à l'OTR. Lui, il est aux impôts, mais de temps en temps, il se permet de porter les tenues de douanier pour aller aux frontières arrêter les gens. Ça se passe au Togo. Pendant ce temps, il
il y a d'autres jeunes qui ont passé 10 fois le concours pour entrer dans l'OTR. Je ne dis pas que les enfants de quelqu'un qui travaille à l'OTR n'ont pas le droit de travailler à l'OTR. Mais quand on est soi-même déjà en fonction, inspecteur, et qu'on retrouve vos enfants dans la même boîte, au point qu'une de vos filles est déjà inspectrice, on se pose des questions de savoir comment vous avez fait pour que vos enfants puissent réussir facilement au concours pendant que d'autres enfants sont là.